Et si je vous disais que le mérite n'explique pas le succès, que le talent seul ne suffit pas pour réussir? Parce qu'au travers de cette vidéo, ce que j'ai envie de faire, c'est de déconstruire ce mensonge républicain qu'est la méritocratie et éventuellement changer votre regard sur l'école et sur la réussite. Premièrement, l'école ne récompense pas le mérite, elle le reproduit. En France, elle est présentée comme un ascenseur social, mais pour Bourdieu et d'autres, en réalité, elle est surtout un lieu de reproduction sociale. Elle va valoriser les codes culturels des classes déjà favorisées et consolider les hiérarchies qui existent. En effet, comme l'a démontré Amartya Sen, le mérite c'est bien, mais encore faudrait-il pouvoir l'exprimer. Et c'est là qu'intervient sa notion de capacité. Avoir du talent sans avoir les conditions pour le développer, c'est grosso modo comme avoir une graine et pas avoir de terreau et pas avoir d'eau. Même si t'as envie de réussir, si tu dois payer des factures, tu ne peux pas faire une prépa. Avec la bourse, tu t'en sortais pas? Non, je pouvais pas parce qu'après il y avait 30 000 balles d'école de commerce à l'HEC, c'est payant. Hein. Un HEC c'est 17 000 euros. Hein. Mais c'est naïf de se dire, une fois que je suis à HEC, je suis donne. Je Mais pourrais je fais lever. comment pour les 17 000 euros? Je peux pas T'empruntes. emprunter à ma mère, elle a pas d'argent. Et comment tu fais pour vivre Ils avec peuvent deux prêter à enfants? toi, ils peuvent pas prêter à ta mère, à toi. Tu peux pas, t'as pas de garant. Ils te prêtent pas si t'as pas de garant. J'ai fait 4 banques pour obtenir un prêt, je n'ai jamais eu de prêt. J'ai eu un prêt quand j'ai demandé à une de mes tantes de se porter garante pour moi. Et j'ai dû faire une lettre de reconnaissance de dette et c'était un prêt pour partir à l'étranger. J'avais déjà un peu d'argent sur mon livret A et tout et j'ai fait un dossier laisse tomber béton. Et même la banquière me dit mais je suis désolée, je peux pas. Je dis mais je vous sors mes diplômes et bien sûr que je vais le faire et tout. Non, vous n'êtes pas solvable. Ok, donc les concours parallèles pour faire admis sur titre et accéder aux top écoles de commerce, tu te dis c'est pas possible parce que j'ai pas de thune. En fait, parce c'est que pas je possible peux pas parce ne que pas je- gagner de la thune. Exactement. Ok. Parce que je ne peux pas ne pas travailler. Parce que je ne peux pas me mettre à fond là-dedans. Je ne peux pas. J'ai pas le choix. Parce que sinon, après la top école, je pourrais pas la payer. Puis c'est tout bête, hein, mais je regarde sur internet, HEC, ESCP et SEC, c'est plus cher. Je peux pas. Je pourrais pas les payer. Donc en gros, pour d'autres, le hasard en fait va peser même plus lourd que le talent. Dans une étude de Pluchino, Biondio et Passidarda, les plus talentueux ne sont pas ceux qui réussissent le mieux, mais c'est l'environnement et la chance qui vont jouer des rôles décisifs dans l'accès au succès. Et donc les personnes issues des classes populaires qui vont réussir, en définitive, vont rester des exceptions qui vont confirmer la règle. Ce qu'on appelle aujourd'hui les transclasses, là. Ces personnes qui parviennent à changer de classe sociale au prix d'efforts considérables et invisibles sont souvent brandies comme des preuves que le système fonctionne, mais en réalité, leur rareté, leur solitude également et les blessures de leur parcours prouvent que la méritocratie, c'est l'exception, pas la norme. Des sociologues comme Chantal Jacquet ou Adrien Naselli rappellent que ces trajectoires sont marquées par des tensions identitaires internes et des renoncements extrêmement douloureux qui sont renforcés par la violence symbolique constante auxquelles ils font face. D'où la nécessité, selon moi, pour les groupes minoritaires de s'organiser. Et historiquement, on l'a vu, notamment aux États-Unis, au début du XXe siècle, avec les Juifs issus de l'immigration de l'Europe de l'Est, qui vont se heurter à un antisémitisme structurel dans l'accès aux grandes universités que sont Princeton, Yale, Harvard et autres, notamment avec des quotas juifs qui sont instaurés, comme à Harvard par exemple, qui vont limiter leur présence alors même que leurs résultats académiques sont excellents. Et donc en réaction, les communautés juives vont mettre en place leurs propres institutions éducatives, vont développer le mentorat intercommunautaire et vont cultiver une culture de l'excellence fondée sur la solidarité et l'organisation collective, comme le montre Amy Chua. Et les politiques d'affirmative action qu'on va observer dans les années 70 vont notamment reconnaître la légitimité de la prise en compte de la race dans les admissions universitaires, quand bien même les quotas ethniques implicites ne sont pas reconnus. Et cela va permettre notamment aux African Americans et d'autres groupes marginalisés d'intégrer les universités d'élite. Mais cela va provoquer plus tard un certain nombre de tensions avec d'autres groupes comme les Asian Americans qui vont considérer l'affirmative action comme une espèce donc de discrimination inversée. L'ironie de l'histoire, c'est qu'ils vont s'attaquer à cet arrêt de la Cour suprême en 2023
et je crois que c'était Harvard, UNC 2023, et qui va donc abolir l'affirmative action. Et après cette abolition, le nombre d'étudiants Asian American, il va décliner dans les Ivy League et va donc exposer de manière encore plus claire les logiques racialisées d'exclusion. Et finalement, tous ces exemples montrent que les minorités ne doivent pas s'opposer, mais apprendre les unes des autres. C'est un peu ce que Spivak, elle nous enseigne lorsqu'elle elle intime notamment les groupes minoritaires à refuser l'essentialisme de leur lutte et des luttes subalternes de manière générale. Pour elle, les dominés doivent se méfier des oppositions qui sont fabriquées entre eux. L'élite, en fait, va diviser pour mieux régner. Et quand les dominés s'affrontent entre eux sur la base de l'islamophobie qu'on constate de plus en plus, l'antisémitisme, le racisme ou la xénophobie, ils deviennent en fait incapables de remettre en cause les structures réelles de domination qui les affectent tous. A contrario, quand ils s'unissent, ils peuvent produire des solutions efficaces. Et cela passe notamment sur le plan éducatif, notamment l'investissement dans la formation des parents et celle des élèves, la construction des réseaux de solidarité avec les anciens élèves, les entreprises, les professions libérales, etc., et le mentorat intergénérationnel. Et tout ça va permettre un accompagnement éducatif communautaire qui va permettre de baisser un certain nombre de barrières. Mais il faut également créer des espaces de pouvoir alternatifs, des écoles, des médias, des think tanks et des centres de recherche. C'est ce que font des structures comme Prep for Prep à New York, Bridge au Royaume-Uni, ou divers collectifs que l'on trouve dans les quartiers populaires en France. Ce sont, selon moi, des outils de justice éducative efficaces. Donc, en conclusion, la méritocratie, c'est un récit en fait qui est mobilisé pour accepter l'ordre social. Elle ne devient acceptable que lorsque les conditions initiales sont corrigées et que les capacités sont réellement redistribuées et que les voies d'accès au pouvoir, elles deviennent inclusives. Sinon, grosso modo, c'est comme aujourd'hui, c'est un mythe dangereux, un mensonge public qui sert à porter aux dominés la responsabilité de leur position sociale. Pour changer le système, il faut, selon moi, s'éduquer, s'organiser, créer des coalitions et surtout refuser de croire qu'on a échoué uniquement parce qu'on ne le méritait pas.